Femme. 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 Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le seul magazine qui donne la parole aux femmes, exclusivement aux femmes, mais sur tous les sujets qui vous intéressent. On va parler de culture, on va parler de politique, on parle d'agriculture, on parle de société, on parle d'économie, on parle de la Martinique, du monde. En fait, on parle de tout sur le plateau de Femme. Vous êtes sur Zitata, restez avec nous. On a vu mes invités, effectivement, avant le jingle. Le principe est simple, le principe de Femme. Sur ce plateau avec moi, chaque fois, deux femmes qui vont discuter avec nous et puis on va apprendre à connaître ces femmes. Alors certaines sont très connues, on les voit à la télé et puis on essaie de les découvrir sur d'autres aspects et notamment dans une forme de discussion entre femmes, entre martiniquaises ou pas d'ailleurs, mais à bâton rompu sur des sujets qui touchent parfois à l'intimité. Tout à l'heure, on va parler beaucoup d'intimité, l'intimité des femmes. Donc, avec moi aujourd'hui, Jala, on connaît cette conteuse marionnettiste, ventriloque sous le nom de Jala, mais le nom c'est Janine Lafontaine, et qui est aussi éditrice, ou qui a été éditrice, et qui est aussi auteure, prolifique. Et puis il y a à ma gauche Rita Bonheur, qui a un visage aussi qui est connu en Martinique, puisqu'elle est présidente de l'Union des femmes de la Martinique, l'UFM. C'est une militante féministe de longue date, on va dire, et qui est aussi une militante politique, et qui est aussi candidate là à l'élection de la CTM, qui n'est pas tête de liste, mais qui est tête de section, je crois que c'est la section centre, voilà. Donc on va parler de politique, on va parler de culture avec nos deux invités. J'ai oublié de dire que, en fait, Rita, vous êtes donc la section centre, sur la section centre de la liste Respect de Marcel Selaï, qui est une liste GRS, on va dire du mouvement... Soutenue par le GRS et du mouvement social. Mouvement social. Voilà. Alors, un des principes de cette émission, le premier stop, on va dire, c'est qu'on s'arrête sur un fait d'actualité dans la rubrique Focus. Voilà, avant de reparler de vous plus spécialement, plus intimement, donc mes deux invités, donc Jala et Rita Bonheur, je voudrais qu'on revienne sur un fait d'actualité, en fait, qui nous renvoie d'ailleurs à l'UFM. On va voir l'image à l'antenne. En fait, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le 31 mars, au théâtre municipal, à une rencontre que l'UFM, donc Rita Bonheur avait organisée notamment avec ses camarades de l'UFM, autour d'une auteure qui s'appelle Isabelle Dailly, donc auteure d'un livre, Moi, ma vie, ma chatte, donc titre extrêmement audacieux, direct, on va dire, direct, voilà, mais bon, les femmes, c'est ça. Et moi, j'étais là et j'ai assisté à un moment, vraiment, j'en parle, j'ai la chair de poule, d'une intense intimité, mais vraiment d'une intense intimité où il y avait cette salle qui était remplie, alors dans le respect des gestes sanitaires ou des limites qui nous protègent, comme on dit, mais il y avait des femmes, il y avait quelques hommes qui étaient extrêmement respectueux et on a parlé de choses qui étaient extrêmement intimes. Et à la fin de cette rencontre, donc moi-même j'ai pris la parole, à la fin de cette rencontre, je me suis dit, mais s'il y avait plus de rencontres comme ça, où les femmes, et peut-être les hommes aussi finalement en face, parlent aussi facilement de leur intimité profonde, mais en même temps en partageant, mais je pense que cette société irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Rita, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, vous êtes à l'origine de cette rencontre avec Isabelle Dailly. Oui, mais c'était une rencontre effectivement extrêmement forte en émotion. Et qui a permis de libérer la parole. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de lieux que cela. Il n'y en a pas. Où on peut parler, où les femmes peuvent se dire, où les femmes peuvent exprimer finalement toutes leurs émotions et toutes leurs histoires. Et où on se rend compte du lien très fort qu'il y a entre l'histoire intime de chacune et notre société. Bien sûr. Parce que c'est là aussi qu'on se rend compte de la violence de cette société vis-à-vis des femmes et de l'intimité des femmes en particulier. Mais vous avez eu vent peut-être de cette rencontre déjà là? Enfin, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas participé. Donc moi, ma vie, ma chatte. Alors le principe, c'était, moi je suis arrivée là, ça avait déjà un petit peu commencé. Donc, le principe, c'était que donc ce livre qui a été écrit par cette femme, qui a fait aussi un documentaire, Isabelle Dailly, l'a été à la suite, qui n'est pas encore qui va sortir. En fait, elle a écrit ce livre après beaucoup d'entretiens, un petit peu d'ailleurs comme les monologues du vagin de
Dave Svelder, Oui. qui est le travail un petit peu sociologique et psychologique, voilà, d'enquête auprès de femmes. Donc ce travail-là, c'est auprès d'une quarantaine de femmes, il me semble. Et ces femmes parlent de... Alors il y a des mots qui sont associés donc à cette histoire de femmes. Donc on parle de menstruation, de règles, d'avortement, de fausses couches, de ménopause, et de mots en fait que... Bon, au moment de prendre la parole, je dis, bon, je parle pas, et on se rend compte que les femmes vivent ça dans leur intimité. Elles auraient pu discuter avec leur mère, mais dans certaines générations, non. Ah ouais, Je ne sais pas, Jala, on ne parle pas de ça. Moi, on ne m'a jamais parlé de rapports sexuels, on ne m'a jamais parlé de mes règles, d'ailleurs. Pas du tout. On ne parle pas de ça, on ne parlait Moi, pas de ça. Je me rappelle quand j'ai eu mes règles, moi je pleurais parce que j'avais du sang, je ne connaissais pas Et ça. personne ne vous a rien dit. Non, surtout, bon, les autres, elles étaient petites, les petites sœurs. Donc on ne connaissait pas, on pleurait, tu pleures, tu ne sais pas s'il faut dire ou s'il ne faut pas dire. Et puis après, quand la maman a su, parce que tu vas te dormir le soir, on lave ça bien propre, comme ça, le lendemain, on se dit, et puis le lendemain, tu pars le lit rempli de sang. C'est à ce moment-là qu'on appelle maman pour qu'elle voie, etc. Et puis, bon, elle n'est pas méchante avec toi, puisque c'est normal. Et puis, elle te dit, bon, maintenant, tu ne parles pas aux garçons, qu'il y a ça. Exactement. Voilà. C'est exactement Mais ça. Mais pourquoi? Personne ne sait pourquoi. Hein. Personne ne À sait partir du pourquoi. moment où on a ces règles, il ne faut plus fréquenter les garçons, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Marie, mais ça a changé quand même, ça. Eh bien, oui. justement, ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est de montrer comment les femmes qui ont vécu ce silence, eh bien, disaient que... Échanger avec leurs enfants. Voilà, qu'elles avaient décidé d'échanger et de parler avec leurs filles et leurs garçons, d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de, j'ai envie de dire, de partage entre femmes, hein, c'est important, mais je crois que c'est important aussi, d'ailleurs, la présence des hommes était très bien. Et bien, elle était très discrète, très ça s'est discrète fait, et oui. très respectueuse. Très respectueuse, Et c'est aussi faire comprendre aux hommes toutes les difficultés qu'en rencontrent les femmes, par exemple la ménopause, bon, personne n'ose en parler, mais c'est un choc pour les femmes, mais c'est aussi un choc dans le couple, enfin c'est un choc Bien pour sûr, les hommes. bien sûr. Donc il faut que ça soit partagé aussi, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit partagé entre femmes pour se donner du courage, Oui, quelquefois, oui. se rendre compte que on n'est pas seul à vivre cela, et puis partager aussi avec les autres, avec les hommes notamment. Oui. Mais il fallait beaucoup de courage, parce qu'il y a des fois, moi j'étais assise devant une dame qui a parlé de ses fausses couches. Oui. C'est d'une douleur, c'est d'une profondeur, c'est une intimité, mais je vous dis, je vais pleurer parce que... Mais en même temps, c'était comme j'ai vécu ça vraiment comme un cadeau, des femmes Oui. qui posent quelque chose et puis l'écoute était attentive et il n'y avait pas de jugement. Et à la fin, je me suis vraiment dit que c'était vraiment un lieu, il faut vraiment refaire ce genre de rencontres et inviter les hommes aussi, parce qu'on est beaucoup dans la dérision et parce qu'on est dans l'ignorance aussi, Oui. non? Mais ça c'est qui- pour cela que nous avons nous avons insisté sur le fait que cette soirée était mixte. Et autant, effectivement, à l'UFM, nous avons des activités uniquement réservées aux femmes, comme nos ateliers, par exemple, qui ont comme objectif d'améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et nous pensons que c'est important d'être entre femmes. Autant, nous pensons qu'il est important qu'il y ait ces espaces d'échange mixtes pour, justement, partager la parole entre femmes et hommes, même si, en tant que féministes, nous sommes bien conscientes que le rôle des femmes et le rôle des hommes n'est pas le même dans la société, la posture n'est pas la même. Mais, comme on a coutume de dire, on ne veut plus être seulement, entre guillemets, en face des hommes. On veut être aussi qu'ils soient à côté de nous comme partenaires, On est partenaires. comme compréhensifs et soutien. Et donc, et eux aussi, ils y gagnent. Donc voilà, en tout cas, c'est l'orientation que l'UFM sur laquelle elle insiste de plus en plus. Et je crois qu'on est de plus en plus entendu aussi sur Quand cela. vous dites que le rôle des femmes n'est pas le même, et le rôle n'est pas le même que celui des hommes, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous... Évidemment, dans la société, nous savons que les femmes et les hommes c'est pas égal. Voilà, qu'on a encore Il y a un travail, malheureusement beaucoup d'inégalités, beaucoup de discrimination, beaucoup de partage inégal des tâches, des responsabilités, que ce soit dans la famille, Dans les l'entreprise. salaires, le choix des métiers, etc. Même dans la politique aussi. Y compris dans la vie publique, mais pas seulement dans la représentation politique, mais dans les politiques publiques aussi. Et donc, il y a tout ce chemin à faire. Il y a à montrer que, eh bien, comme on est encore dans une situation d'inégalité, il faut se battre pour qu'on acquiert cette égalité, pour qu'on arrive à cette égalité. Mais il faut montrer, à notre sens, que le féminisme n'est pas le combat des femmes. Oui. C'est un combat de société. tout à Donc c'est fait, le tout à combat fait. des femmes et des hommes également. Et j'ai envie de dire que les stéréotypes dans lesquels les femmes sont enfermées, eh bien, les hommes sont eux aussi enfermés dans Dans les des stéréotypes, stéréotypes. Et donc tout le monde gagne
à faire éclater ces stéréotypes. On a signé, chacun est assigné dans un rôle, quoi. Exactement. C'est ça, Jala, non? Mais quand elle parle aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour discuter avec les femmes, il n'y a pas longtemps que j'ai entendu parler de l'histoire de l'endométriose. Mais oui, effectivement. On en a beaucoup parlé ce jour-là. Voilà, qui était complètement ignorée. Tout à Même fait. ceux qui en souffraient ne savaient pas, puisqu'on ne connaissait pas. Donc c'est vrai qu'il manque ces espaces de dialogue, des moments, Oui. voilà, pour parler de certaines Et choses. quand on dit que justement cet intime fait un lien direct avec la société, c'est une réalité. Comme tu dis, l'endométriose, eh bien, pourquoi ça a été si longtemps méconnu? Ben, parce que dans la tête des gens et des chercheurs et des médecins, ben, de toute façon, une femme, ça doit avoir mal quand elle a ses règles, c'est pas trop problématique, comme quand elle enfante. Bon, donc, pourquoi porter attention à cela, quoi? Donc on a une pression de la société aussi qui nous assigne à cette douleur, à cette souffrance, à cette minoration de nos ressentis. Et je rappelais lors de cette soirée qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même un combat des féministes, que des femmes endormies, eh bien, étaient fouillés, on va dire, par des étudiants qui venaient, des étudiants en médecine, qui venaient faire des touchés gynécologiques sur des femmes endormies, sans leur assentiment. Elles ne savaient même pas, elles se réveillaient. Bon, voilà, il y avait 10, 20 étudiants qui étaient passés, qui avaient fait un toucher vaginal, etc. Et il a fallu un combat acharné des féministes pour dénoncer ça et pour dire que c'était un acte médical et que, comme tous les actes médicaux, il fallait une autorisation des femmes pour le faire. J'allais outré. Incroyable. J'allais outré. Je n'étais même pas au courant. Ouais. Est-ce que vous revendiquez, vous, Jala, féministe? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis beaucoup le combat des femmes parce que je vois qu'il y a tellement, toujours des misères. Mais je pense que si supporter ce combat-là, etc., c'est être féministe, eh bien, Féministe, oui. Féministe Oui, eh bien oui, je suis féministe. Fondamentalement féministe, c'est militer, lutter pour que les femmes accèdent à de l'égalité, à une prise en compte de leur identité et l'égalité aussi dans cette société. Mais c'est déjà se dire que dans cette société, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes chances, que la situation est inégale, qu'il y a des discriminations et que on pense qu'il faut que ça change. Moi, je crois qu'après, militer, c'est autre chose, mais je veux dire, être féministe, c'est déjà penser ça. Et après, bon, effectivement, quand on a envie de s'engager pour que ça change concrètement, on devient militante ou on est militante. Alors, on vous découvre à travers cette discussion, à travers et à partir du travail d'Isabelle Dailly. Un petit jingle, mot de femme, et là, on va rentrer dans votre parcours plus personnel, mesdames. Alors, vous êtes sur le plateau de Femmes sur Zitata. Je suis avec Rita Bonheur de l'UFM notamment, mais aussi candidate à l'élection de la CTM. Et puis Jala qui est venue avec ces petites marionnettes. Voilà, je m'appelle Barbara et je suis avec Jala. Et Jala, c'est vous qui faites ces marionnettes. Alors, comment on l'appelle celui-là? Alors ça, je l'appelle un coucoudet. Un coucoudet, parce qu'on fait précisément. Il se cache coucou. Voilà. Coucou. Des. C'est des marionnettes qu'on fabrique en atelier, puisque, et comme on a dit, cette année-là, c'est l'année Jala. Alors, cette année-là, c'est l'année Jala. Oui. Et Jala, tu vois, vous demandez si j'étais féministe. Oui. Pour mon l'année Jala, j'ai mis un challenge, c'est de fabriquer à peu près 300 marionnettes. Wow. Voilà, elles sont magnifiques. Avec les volontaires, pour les vendre au mois de novembre, au profit, tu vois, de l'Union des femmes. Voilà. Eh bien, je ne savais pas ça, mais c'est fait, c'est génial. Voilà, tout. Bon, vraiment, j'étais très heureuse quand tu m'as appris que c'est Jala qui serait avec nous cet après-midi. Oui, et on l'a vraiment déjà beaucoup remercié. D'abord, quand elle m'a appelée pour me le dire, j'étais extrêmement surprise et puis vraiment honorée qu'elle ait pensé à nous et justement de sa façon, j'ai envie de dire, d'être solidaire de ce combat. Tu posais la question. Voilà. Donc, nous sommes tous Voilà, féministes.
Pas toutes quand même, mais bon, Oui. je pense qu'effectivement, c'est une marque de reconnaissance et puis de solidarité, ce que tu nous proposes, et en tout cas, ce que tu proposes à la population. Et en tout cas, encore une fois, on te remercie grandement de cela, et ça nous touche beaucoup. Alors, l'année Jala a été décrétée par cette association des sages. Les auteurs de Martinique. Les auteurs de Martinique, les lames Voilà. plutôt, les Les auteurs de lames. Martinique, qui a un petit peu animé ce groupe par les sages, donc Sabine Andrivon-Milton, Arlette Pujard et toi-même. Et moi-même. Donc voilà, on a décrété que c'était l'année Jala, donc, parce que Jala, ça fait 30 ans, même plus, que tu es dans le milieu culturel, tu es une militante culturelle. Si tu n'es militante féministe, mais tu l'es à ta façon, tu es une militante culturelle, tu as été éditrice. Et tu es encore éditrice, mais j'avais lu que les éditions La Fontaine avaient été rachetées. Voilà. Je travaille maintenant avec une maison d'édition qui s'appelle Édition Orphi. Oui. Donc nous sommes 4, finalement, on a fait une espèce de groupement. Donc il y a La Fontaine Édition, c'est plus Édition La Fontaine. Il y a Orphi lui-même, il y a Ibis Rouge Édition, et puis les éditions Doyen. Voilà. Et toi alors, donc tu es marionnettiste, tu es ventriloque. Je dis tu parce qu'on se connaît, on se fréquente dans ce groupe des auteurs, donc c'est facile, effectivement. Et d'où ça te vient, en fait? Toi, tu as grandi dans une famille, vous étiez 6 ou 7? 7. Vous étiez 7. Comment t'es venu ce goût de l'histoire, du conte, de cette chose que tu fais vivre depuis des années, finalement? Alors, en fait, je n'ai pas grandi. Hein. Je suis restée une enfant. Disons que j'ai évolué dans une famille où on ne connaissait pas tellement le conte. Mes parents n'étaient pas... Tu as grandi au Carbet? Oui, au Carbet, dans une magnifique commune au Carbet. Je suis née à Saint-Pierre, mais je dis toujours que je suis carbétienne parce que c'est là que j'ai fait, tu sais, la petite enfance, l'enfance, c'est une clé un peu pour un enfant, pour l'avenir, pour l'enfant que je suis encore. Je revendique ça. Et puis, mais le contact avec le conte, c'était avec des vrais conteurs, parce qu'on habitait dans un hôpital, à côté d'un hôpital, mon père était concierge, donc on n'avait quasiment pas de voisins, puisque c'était un sanatorium. Donc c'était interdit un petit peu à tout le monde. Mais chaque année, il y avait des fêtes, et puis il y avait le Loup-Bois-la-Ville qui venait, il y avait des conteurs qui venaient, tout ça pour faire une grande fête pour les malades, puisque la tuberculose, tu étais là pour des années. Et c'est là que j'ai été, mes premiers contacts avec le conte, avec la chanson, avec tout cela, c'était plutôt ça, dans l'enfance. Mais donc, premier contact, mais à quel moment tu écris? Parce que tu as écrit des dizaines de livres pour les enfants, tu as mis en place des méthodes d'ailleurs pour les enfants, il faut nous en dire un peu plus, mais à quel moment tu te dis je vais le faire moi? Comment on écrit finalement? Et pour les enfants en particulier, même si on reste une enfant soi-même. C'est vrai, parce qu'au début, j'écrivais plutôt de la poésie. Ensuite, le conte est arrivé comme ça, et je ne trouvais pas des contes qui correspondaient un peu à mon environnement. On voyait Blanche-Neige, et tout cela, mais je ne voyais pas les mangoustes, tout ce qui était autour de nous. Donc j'ai commencé à écrire dessus. J'ai commencé par les crabes. Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup les crabes, et on en a des variétés, même si je les mange à paquet à la Pentecôte, mais bon, c'est un animal que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis tournée vers d'autres personnages, j'en ai créé tout cela. Et puis, j'ai commencé à animer avec des dessins que je découpais, que je faisais des petits trucs. Et puis, la marionnette est arrivée. Et, comme ça, je me suis dit, mais pourquoi pas fabriquer des personnages. J'ai appris la technique du papier mâché. Et puis, au fur et à mesure, je ramassais des morceaux de coco secs, etc. Et puis, bon. Tu as appris avec Yves Roland Brival à un moment qui faisait des marionnettes d'ailleurs un moment. Oui, Roland Brival, il avait une troupe d'ailleurs qui s'appelait Bois-Bois, avec Jacqueline Labbé. Tout à fait. Voilà, et puis José Alpha aussi. C'était un peu les précurseurs de cela à l'époque. Tout à fait. Il passe à la télé d'ailleurs, Roland. Il y avait une émission, il me semble. C'était Bois-Bois? Oui, ça s'appelait la troupe Bois-Bois. Je ne les ai pas beaucoup fréquentés parce qu'on était un peu isolés dans notre petit coin au Carbet. Et puis après, nous sommes descendus, quand je suis entrée au lycée, donc tu vois, j'étais déjà grande. Quand on est descendu sur la ville, plutôt sur la ville de Chelcher, c'est là que mes parents avaient acheté une maison. Et puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter d'autres choses. Mais je ne savais pas encore. Bon,
Parce que mon premier livre est sorti quand même en 1991. C'était quoi ton premier livre? Voilà. C'était quoi? Mon premier livre, c'était un livre de poésie. D'accord. Et tout de suite, l'année d'après, j'ai commencé à sortir mes livres de contes. Dédé, Le secret du gommier. Alors, mon premier, c'était Mi Belle Matoutou. Mi Belle Matoutou, les crabes, oui. C'était autour des crabes. Ensuite, avec le gommier, puisque je suis militante quand même depuis le lycée. C'est là que tu découvres un peu le monde, surtout quand tu sors de ta petite campagne du Corbet. Et puis, là, j'ai découvert la vie, un petit peu la politique, les grèves, les coups de matraque sur le dos. Voilà. Les coups de matraque sur le dos. Ah oui, une fois, bon, tu sais, quand tu es au lycée, on vient te chercher, puis on descend, c'était tout près, c'était au lycée technique, tu descendais en ville. Des fois, il y avait des bousculades, il y avait tout ça. C'était pas comme maintenant. Ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est beaucoup plus fort. Et donc, c'est comme ça que je suis entrée dans cette vie très trépidante. Mais j'écrivais aussi mes petits trucs, et puis j'ai commencé à vraiment à les publier après. On va parler d'édition tout à l'heure. On donne la parole à donc, Rita, vous connaissez Jala, vous connaissez son travail. Bien sûr, bien sûr. C'est important ce travail de militantisme culturel pour ouvrir vers une réalité qui est notre réalité caribéenne locale. C'est vrai que... Ah, mais tout à fait. Moi, je crois que pour que nous nous sentions mieux nous-mêmes, bien, il faut que nous soyons en phase avec notre environnement. Il faut que notre environnement soit valorisé. Il faut que notre vie, notre vécu, notre histoire soit valorisée. D'ailleurs, c'est bien pour cela que nous, qu'à l'Union des femmes de Martinique, nous travaillons aussi beaucoup sur le matrimoine. On a travaillé depuis longtemps sur Suzanne Césaire, sur Lumina Sophie, sur beaucoup d'ailleurs, les charbonnières du port de Fort-de-France. C'est-à-dire les figures qui peuvent être des exemples, en tout cas qui méritent d'être connues. Alors des figures héroïques, mais aussi, j'ai envie de dire, nous aussi, nous avons à cœur de montrer les héroïnes du quotidien, c'est-à-dire les femmes du peuple qui ont aussi œuvré pour faire émerger des choses dans ce pays et qui ont fait en sorte que ce pays évolue. Les charbonnières du port de Fort-de-France, moi je me rappelle, c'est nous qui avons proposé d'ailleurs à la mairie de faire inaugurer le rond-point, qui s'appelle maintenant rond-point des Charbonnières. Et dans ce quartier, puisqu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient de ce quartier, eh bien on a eu des descendantes et descendants de ces charbonnières qui sont venus nous dire les larmes aux yeux. C'est la première fois que je suis fière de ma mère. C'est la première fois que je suis fière de ma mère et de ce qu'elle faisait. Voilà. Et donc, non, mais on est tout à fait, nous sommes tout à fait en phase avec ce militantisme culturel. Et en particulier, bien sûr, nous, on met l'accent sur les femmes, mais c'est important. Tout est important. Alors vous, comment vous êtes venu à la politique? Parce que moi, j'ai l'impression, je suis partie 18 ans. J'étais à TV à l'époque, je vous voyais, je vous ai souvent interviewé, je reviens, là bien sûr, je reviens, je vous vois encore. Donc j'ai l'impression que vous faites partie, il y a des femmes comme ça, comme Ghislaine Joachim Arnaud par exemple, j'ai l'impression que je suis née avec Ghislaine Joachim, même si on a à peu près le même âge, mais il y a des femmes, vous êtes dans le paysage, Georges Arnaud aussi, militante anticolonialiste, JRS, etc. Comment vous êtes tombée dedans, Rita? Comment je suis tombée dedans? Alors, ça a quand même commencé plus lors de ma vie étudiante. Voilà, parce que j'ai fait mes classes. Où est-ce que vous avez fait? Ici, et je suis partie faire mes études à Grenoble et à Lyon, voilà. Et à l'époque, c'est vrai que c'est 75, 76, etc. Bon, c'est une période où la vie militante est très, très forte, quoi. Et donc, à Grenoble et à Lyon, il y avait des associations. Alors, à l'époque, c'était quasiment les seules associations qui regroupaient tous les Antillais et Guyanais, puisque dans les autres grandes villes de France, il y avait AGEM, AGEG, etc. Et là, c'était des associations qui regroupaient les Antillais et Guyanais. Et donc, oui, je peux dire que c'est là que j'ai commencé ma vie militante. Voilà. Et bien sûr, quand je suis rentrée en Martinique, j'ai continué parce que ce sont des convictions, une fois qu'on les a, j'ai envie de dire, en tout cas, pas tout le monde, mais moi en tout cas, j'ai pas beaucoup varié de mes idées, de mes convictions. On peut évoluer. Ah oui, voilà. On a l'impression qu'on est vos hégémonies quand on dit mais pas du tout, tu passes à gauche, mais chacun a le droit d'évoluer comme il veut. Il y a une forme de tolérance effectivement pas du tout. à l'évolution. Moi je dis que moi je n'ai pas varié dans mes convictions. Maintenant, après, chaque personne a son parcours, donc peut se dire que finalement c'est pas ça, ça me ressemble mieux, etc. Donc voilà, moi je suis
toujours, on va dire... Enfin, quand on dit qu'on n'évolue pas, c'est pas vrai, parce qu'au fil du temps, on ne peut pas rester immuable. On grandit aussi. Bien, heureusement, d'ailleurs. L'expérience aussi. Voilà, heureusement. Donc, la réflexion, l'analyse, la façon de voir les choses, etc. Mais enfin, disons que les choix, mes choix, en tout cas, n'ont pas changé. Et vous avez fait des études à Grenoble de quoi? Ah, alors... Ah. Alors, c'est là qu'on rentre dans le sexisme et ses conséquences. Alors donc, j'ai fait un bac, à l'époque ça s'appelait C, maths physique, voilà. Et donc, je suis partie en France faire des études d'électronique, un DUT d'électronique que j'ai fait à Grenoble. Et eh bien, quand la première année, nous étions 7 filles sur 90. Et la deuxième année, 3 filles sur 75. Wow. À peu près, 3 filles sur 75. Et je raconte souvent ça, je n'oublierai jamais cela. Quand on rentrait en atelier, on avait à peu près, je sais pas, peut-être 12 heures d'atelier chaque semaine. Chaque fois qu'on rentrait en atelier, les 3 filles, on avait un prof d'atelier qui nous disait: c'est pas quand vous allez avoir à torcher vos enfants que vous allez pouvoir vous mettre à jour des connaissances en matière d'électronique. Donc ça, c'était le leitmotiv. Chaque fois qu'on arrivait à l'atelier, et bien sûr, ils nous mettaient de côté. Enfin bref, heureusement qu'il y avait la solidarité avec des garçons, enfin des étudiants. Mais c'était vraiment le clivage pour lui. Des filles n'avaient rien à faire dans ces études-là et que, bon, de toute façon, on n'y connaissait rien et tout. Bon. Et donc, c'est vrai que moi, après, j'ai bifurqué, on va dire. J'ai fait des études de gestion financière. Et donc, voilà, donc quand je suis rentrée en Martinique, j'avais un peu cette double... Alors, j'ai gardé quand même le background un peu scientifique et technique. Et voilà, donc quand je suis rentrée en Martinique, j'ai travaillé depuis dans le domaine financier, d'abord dans le privé, puis dans le public, puis dans la qualité et la gestion des risques, voilà, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce que vous êtes pourquoi? Jusqu'à il y a 1 an, oui, parce qu'aujourd'hui je suis en temps libre, avec une grande joie, voilà, exactement. Donc vous allez pouvoir vous occuper encore plus des femmes? Mais je m'occupe déjà beaucoup. Encore plus, je dis. Encore plus, oui, mais aussi un peu de moi aussi. C'est important. C'est vrai qu'il faut prendre soin de soi, de ne pas s'oublier. Je crois que les femmes s'oublient en fait. Mais tout à fait. Ça ne fait pas partie de notre éducation de penser à nous. Ça fait partie de notre éducation, c'est penser aux autres. On pense aux enfants, on pense au mari, on pense aux aînés, aux parents. On doit prendre soin de tout le monde et tout, mais on s'oublie très souvent. C'est pas une histoire de génération, ça, quand même? Est-ce que ça ne change pas selon les générations? Voilà, c'est pour ça que je refuse le terme potomitan. Ah, nous aussi. Nous aussi. Parce que ça existe, hein, des femmes potomitans, ça existe. Mais pour moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, la femme potomitan, c'est la femme qui s'oublie et qui ne fait que penser aux autres. Voilà. Et qui tient tout, qui tient tout. Comme le poteau, voilà. Exactement. Tout. Je vois comme une espèce, les Madko Kana. Oui, c'est ça. Il y a un poteau au milieu. Le poteau central, voilà. Mais comment on a pu... Oui, pardon. Non, je disais, c'est pour ça que je refusais ce terme un petit peu, qui est très beau et très évocateur. C'est très marketing, quoi. Oui, mais qui est très faussement valorisant, et c'est ça le problème. Voilà. Mais comment on a été... Moi, on a été piégés par ce terme-là aussi longtemps, mesdames. Enfin, en fait, il y a une espèce de remise en question par les féministes de ce terme-là, mais depuis quoi? Depuis 7 ans, de façon un peu massive. Oui, bon, 10 ans, enfin 10 ans. Oui, 10 ans, mais vraiment. Enfin, moi, j'ai grandi potomitan, oui, je suis une femme potomitan, etc. Oui, mais c'est pas un piège. On n'avait pas encore l'explication, on n'avait pas encore tous les tenants et aboutissants. Non, mais ça évolue, la société. C'est une façon de faire croire aux femmes qu'elles avaient un certain pouvoir. En fait, le pouvoir dans la famille, croire qu'on est potomitan, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait à la fête des mères, etc. On glorifiait les femmes qui avaient réussi à élever 12, 15 enfants toutes seules, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'elles ont du courage, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, on donnait l'impression aux femmes, avec cette expression, qu'elles avaient un pouvoir. À l'intérieur de la maison, comme c'était elles qui soutenaient tout, donc c'était leur pouvoir. Alors qu'on sait très bien que le pouvoir, c'est pas là qu'il est. Oui, mais c'est qui le on, Rita? Quand vous dites on, c'est la société, c'est les femmes aussi. Enfin, elles avaient quand même un pouvoir. Hein. Oui.
C'est quoi le pouvoir, en fait? C'est ça la Mais question. d'élever leurs enfants, Est-ce que notamment. c'est un Qui pouvoir? dirigeait un peu Non, la- c'est la une famille. responsabilité, ce n'est pas un pouvoir. C'est D'accord. une responsabilité. Oui. Voilà, Mhm, nous d'accord. kachembe parce qu'on ne peut pas faire d'autres bagailles. Donc nous là, nous kachembe potoa, nous kachembe kaila, nous kachembe setiamaïla. De toute façon, si les enfants tournent mal, c'est de notre faute. Donc on est bien obligé de les tenir et c'est une responsabilité. Mais est-ce que cela nous donne un pouvoir? Non. Moi, je crois que nous croyons que bon, le pouvoir, il n'est pas à l'intérieur de la maison. Il est là où il y a les lieux de décision. Or, les femmes ne faisaient pas partie. Bon, elles commencent à y rentrer bon, avec les lois, etc. Mais le pouvoir, quand même, Mais- le pouvoir, attendez, il y a quand même peut-être une sorte de contradiction, je vais au bout de ma pensée. Oui. Les enfants sont sous notre responsabilité. Moi, j'en récuse, le tien plutôt bitin. Mais les enfants, ok, dans cette société, les enfants sont sous la responsabilité des femmes, tu fais, c'est toi qui fais, etc. Au final, si ça se passe mal de génération en génération, j'ai envie de dire, c'est un peu de leur faute aussi, non, aux femmes? Non, non, je ne crois pas, parce que d'abord... Là, je me fais taper non, mais c'est important. Oui. D'abord parce que ce n'est pas parce que l'éducation est de la responsabilité des femmes que ce sont elles qui décident de l'éducation des enfants. Il ne faut pas oublier Oui. qu'on n'est pas éduqué fait que à par la famille on ou est la mère. éduqué par la télé, La rue. on est éduqué par l'école, on est éduqué par les amis, par les autres adultes. C'est clair. On passe beaucoup plus de temps à l'extérieur, enfin les enfants, à l'extérieur qu'avec la maman, d'une part. Et d'autre part, moi j'ai coutume de dire aussi que l'absence du père, c'est aussi une manière d'éducation pour les enfants, quand il est absent. Qu'il soit absent physiquement ou qu'il soit absent même s'il est là, parce qu'il laisse à la femme justement le soin d'éduquer les enfants, et ben c'est aussi un signal pour l'enfant. Donc forcément, cette responsabilité qu'on nous donne encore, eh bien, elle est faussée. Donc oui, on assume, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, il se situe bien ailleurs. Bien Et sûr. l'histoire d'éducation, enfin, je pense que ça a quand même beaucoup changé, parce qu'avant, je voyais beaucoup de femmes qui venaient, par exemple, attendre leurs enfants quand le bus scolaire venait déposer les enfants. Maintenant, je vois des papas, je vois des messieurs. Ben, heureusement, Voilà. les choses évoluent. Oui, Heureusement il y a que ça évolue. les choses évoluent. Et puis, il y a des papas, des fois, les parents sont séparés. Donc, pendant un week-end sur deux, le papa a l'enfant. Des fois, il est mêlé, hein, parce que je me souviens, il y en a qui viennent me dire, Jean-là, vous n'avez pas quelque chose, etc. Parce que j'ai le petit là. Il faut l'occuper. Il ne faut pas ça faire. Et ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, quand même, bon, mais ils prenaient quand même l'enfant, ils font sortir leurs enfants. Donc, il y a un petit peu de changement. Il y a du je trouve. Mais changement. Il y a heureusement, beaucoup parce de que sinon, changements. ça serait à désespérer quand même Oui. s'il n'y avait pas de changement. Mais il y a encore beaucoup à faire. Hein. Même dans ce que tu dis, par exemple, le partage des tâches quand il y a la garde alternée, eh ben, ce n'est pas nous qui le disons. Hein. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que ben, la semaine où l'enfant est avec sa mère, ben, c'est cette semaine-là qu'il y a les rendez-vous médicaux, qu'il y a les achats à aller faire, qu'il y a ceci, cela, etc. Et puis quand on est de l'autre côté, ben, bien souvent, ben, on sort, on va Oui, parce faire qu'il ne des veut pas avoir loisirs, il veut pas avoir la mauvaise image, Voilà. l'image Donc, du méchant. je veux dire que, bon, les choses évoluent, mais le sexisme et les inégalités un sont combat, toujours là et il faut, ben, au fur et à mesure, avancer. Et justement, le fait que cette garde alternée, que ça soit beaucoup plus, par exemple une semaine ou le même nombre de jours, ben, c'est une avancée par rapport à avant où c'était maman qui est tout le jour là et puis un week-end sur deux, la moitié des vacances avec papa, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais Donc, la voilà. réalité de la Martinique, c'est que les familles monoparentales où le chef de famille, c'est une femme, c'est l'immense majorité. Alors, c'est entre 30, enfin, 30, Dans les familles 35%, dans les familles monoparentales, c'est oui, ce dans sont les femmes. 95% des cas, ce sont des femmes qui sont chefs de famille, bien sûr. Pourquoi Ben, la société, elle est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des C'est une rapports question de entre les tribunal, femmes et ça. les hommes. C'est une question de tribunal. C'est eux qui donnent l'autorité pour dire Non, que... mais c'est-à-dire que la composition des familles chez nous, enfin, je veux dire, c'est un constat, hein, il faut le comprendre, il faut le prendre en compte que ben, c'est une des formes de famille chez nous, c'est la famille monoparentale. Et moi, j'ai envie de dire que je trouve qu'on a trop tendance à comment je vais dire, à considérer les autres formes de famille que la famille, papa, maman et les enfants comme marginales, alors qu'elles sont importantes chez nous. Oui, Il y a différentes formes de famille et c'est pas parce qu'on est femme élevant seul ses enfants que l'enfant n'a pas de père.
et que le père ne peut pas jouer son rôle. Oui, mais il faut l'organiser, même si on les ça. Il faut, sépare. vraiment, Mais tout il à faut fait. vraiment que le père joue son rôle. Exactement. Parce que la difficulté, enfin, c'est quand il n'y a pas... Effectivement, on peut être monoparental et puis les choses sont équilibrées, les gens s'entendent bien, c'est Voilà. intelligent et ça se passe très bien. Parce qu'à la limite, si les parents ne s'entendent pas, il vaut mieux qu'ils se séparent, clairement, parce que les enfants ont besoin de voir leurs parents, leurs deux parents heureux. Mais voilà, mais il faut organiser. Il faut organiser. Voilà, Il faut que chacun, chacune prenne conscience des choses et que la société joue son rôle aussi, hein, de proposer des choses. Bon, par exemple, le fait que le congé parental, devienne de plus en plus important pour les papas, ben, on montre bien l'importance que ça a, c'est-à-dire dans la vie de l'enfant, dans la prise de responsabilité du père, etc., par rapport au bébé, et ben, c'est une bonne chose. Donc, il faut que les choses avancent dans ce sens-là. Au fur et à mesure, on est optimiste, hein, mais on se bat. Hein. Mais il faut aussi que la femme lâche prise un peu pour laisser la place au papa. Oui. Parce qu'il y a des familles où la maman elle veut tout gérer. Mais quand et on le t'a père ne trouve pas dit, sa place. on t'a dit tout le temps que c'était toi le poteau. Attends, Jala, mais Jala, c'est ça. donc ça, c'est votre expérience, ça, Jala. Vous voyez ça autour de vous. Mais absolument. Oui. Il y a des papas qui ont même peur. Quand, malgré l'enfant est avec eux pendant le week-end, s'il y a un anniversaire, bon, on va téléphoner à maman pour savoir si tu peux y aller. Ils ont peur des fois de prendre la responsabilité parce qu'ils ont peur des représailles après. Hein? Mais effectivement, des fois, je pense que la femme veut vraiment tout gérer. Et même si ce sont des familles pas monoparentales, hein, mais il me semble que des fois, on ne laisse pas trop la place au papa de prendre ses responsabilités. On fait automatiquement. Et on ne pense pas qu'il est là aussi. Parce que les femmes se sentent aussi parfois un peu sur-femmes aussi. Elles ont, Mais bien sûr, il y a tout ça à combattre. Ben, on est dans les stéréotypes. Hein. C'est moi maman, c'est moi qui dois m'occuper de tout, c'est moi qui sais tout, parce que comme si c'était inné de savoir, je sais pas, moi changer les couches ou bien. on culpabilise aussi, voilà, on culpabilise. Et puis après, s'il n'est pas bien habillé, qu'est-ce qu'on va dire? C'est moi, qu'on va dire c'est moi qui ne sais pas m'occuper de mon enfant, etc. Donc il y a cette pression de la société qui fait qu'effectivement les femmes se sentent responsables et qu'elles ont du mal quelquefois à lâcher, à laisser la place. Une injonction. Puis il y a aussi une injonction de la maternité aussi. Oui. Il y a une injonction de la maternité. Je sais plus, je discutais avec des amis, d'ailleurs, j'ai des amis qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants. Ah, tu n'as pas d'enfant, mais tu as un problème, quel âge tu as? Ah bon, mais qui t'en, comme il y a une espèce d'injonction. On en parlait dans la soirée, là. Mais oui, mais On en c'est a parlé, pénible, hein. c'est Oui. pénible. Des femmes peuvent ne pas vouloir avoir d'enfants. Et puis d'ailleurs, on devient maman aussi. Même quand vous êtes maman, moi je sais quand j'ai eu ma fille est née le soir, le premier soir, je me suis mise au-dessus de ma fille. J'ai fait, oh mon Dieu, que de responsabilité. C'est quelque chose qu'on apprend, on va vers ça. Donc, et il faut faire passer cette idée-là Oui, auprès des c'est pas femmes inné, elles-mêmes. c'est pas inné. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont jamais enfanté, mais oh mon Dieu, qui se sont occupées d'enfants. Exactement. Absolument. Aussi. On les appelait des fois des mamans marraines, ou elles avaient tout type de noms. Mais par exemple, j'avais une tante qui avait ses enfants à elle, mais qui prenait tous les enfants qui avaient un petit problème, etc. Elle avait au moins 15 enfants chez elle. Elle s'occupait d'autres enfants aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir enfanté pour être mère. Alors vous, Voilà. je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne vais pas vous poser la question, mais vous avez des milliers d'enfants et vous vous adressez à eux avec ça. Avec Donc, ça. C'est quoi ça? Oui, alors là, c'est une marionnette qu'on fait avec des chaussettes. Des chaussettes. N'est-ce pas? Oui, je t'aime. Oui. Et vous êtes ventriloque, vous avez appris à être ventriloque. Comment on est ventriloque? On parle comme ça? Et on apprend ça? Non, on apprend, il faut pouvoir parler avec le ventre. Et puis, oh, non, ne pas bouger la bouche. Mais c'est un apprentissage, hein, il faut s'entraîner tout le temps. Voilà, à ne pas bouger les lèvres en parlant. Alors, comment je suis devenue? Eh bien, une fois, je faisais toujours mes spectacles avec les autres marionnettes. Et puis, un monsieur me dit, mais si vous faites autant de voix, parce que j'arrive à changer ma voix, il m'a dit, vous pouvez faire de la ventriloquie. Je dis, ah bon? Et puis, j'ai cherché sur Internet et tout cela. Il y avait un groupe. En Martinique, ça n'existait pas. J'ai communiqué avec des ventriloques en France. Et puis, une fois, quand je vais au Salon du Livre de Paris, j'en ai rencontré. On a sympathisé. J'ai même fait une venir ici, puisque tous les 2 ans, j'ai un festival de marionnettes avec les CMEA. Et puis, depuis, ça fait plus de 10 ans déjà, hein, même plus, que je fais la ventriloquie. Je fabrique moi-même mes marionnettes parce qu'on les vend toutes faites, mais elles sont chères. La petite dentelle est géniale, la petite dentelle rose là. Voilà. C'est tout en minutie.
Comment il s'appelle celui-là? Voilà. Alors, ceux-là n'ont pas de nom Celui-là, parce c'est que... Coucoudet, mais Voilà, non, celui-là, pas ça, de c'est nom. une marionnette chaussette qu'on les appelle. Puis c'est à partir de récupération de chaussettes. Et puis on fait. Et les yeux, c'est en quoi, hein? Ça sont des boules de ping-pong. Ah oui, voilà, ok, Voilà. tout à fait. Mais on peut faire avec n'importe quel Alors, support. on a un troisième invité là, à côté, Jala. Donc, c'est Alors- Pefro. Voilà. Pefro, Pefro, oui. c'est une marionnette qui fait partie de mes spectacles. Hein. C'est un personnage que j'ai créé. Et Qui est l'esprit, Bon. l'esprit positif, disons, du fromager. voilà, Et- absolument. Et je disais, parce que moi, quand j'ai grandi, on me racontait des histoires de fromager qui n'étaient pas forcément, qui me faisaient peur, en fait. C'est vrai, hein, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Et vous avez créé ce personnage-là, qui est un personnage positif. C'est plutôt associé à l'esprit, un esprit malin, non, le Oui, tout fromager, à fait, il non? me semble, oui. Il me semble, mais Jala nous Alors- dit que non. C'est-à-dire que dans notre culture, oui, moi aussi, j'ai eu peur des fromagers. Il faut en avoir peur. Quand tu as peur de quelque chose, il y a le respect. Ça entraîne le respect un petit peu. Donc, lui, Pefro, je l'ai créé exprès pour montrer que le fromager, alors c'est parti du fromager de Saint-Pierre, qui avait été brûlé par la montagne pelée et tout cela, et après, quand même, qui est revenu à la vie. Et puis, c'est de là que ce personnage-là a été créé. Il est né puisqu'il a fait reverdir le fromager. Et puis, c'est un ami de la nature, c'est pour ça bon, qu'il est ouvert, voilà. Et puis, il peut aider les gens à respecter la nature. C'est tout. C'est un enjeu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire, là? Quand vous vous mettez dans la peau de Pefro, il parle comment? Il pourrait dire quoi aux enfants? Ah, c'est-à-dire qu'il parle souvent avec la fille du vent, qui s'appelle Alizée, et aussi Natures Capresse, qui est la fée de la nature. Voilà. Donc, bon, c'est mon... Parce que pour moi, le fromager, effectivement, c'est l'arbre où il y a tous les soukouillants, Oui. etc. Et puis, il y a des piquants. En fait, c'est la famille du sablier, le fromager. Ça Voilà. pique, il y a le gros piquant sur le Mais il fromager. ne faut pas oublier que le fromager aussi, disons, c'est le cousin lointain du baobab. Donc, il vit longtemps, il a vu plein de choses. Donc, il peut aussi nous dire ce qu'il a vu à travers le temps, même depuis l'esclavage. Il raconte des choses. C'est ce rôle-là que j'ai donné au fromager, hein, au fromager dans mes contes. Et les enfants, quand vous leur racontez ça, les enfants que vous allez voir dans les écoles, ils sont attentifs à ces histoires-là. Bien sûr, ce sont des contes, mais ils connaissent le fromager, par exemple? Il y en a qui ne connaissent pas, comme pied de calebasse, quand on fait des trucs, etc. Il y a plein de plantes que les enfants ne connaissent pas trop. Mais on leur explique, c'est comme une fois je faisais avec le flamboyant. Je parlais du flamboyant, tout ça, les enfants ne connaissent pas le flamboyant. Et dans l'école où j'étais, il y avait 2 gros pieds de flamboyant. Alors, je dis aux maîtresses, mais la première chose, c'est de montrer à l'enfant l'espace où il vit. Mais non, c'est un pied de chacha pour les enfants. Voilà. Donc, comme c'était un pied de chacha, ils connaissaient, mais ils ne connaissaient pas le terme flamboyant. Donc, les enfants connaissent, ils évoluent avec. Des fois, ils n'ont pas le nom, mais ils sont avec. Quand je leur parle du fromager, ils ne connaissent pas l'histoire qu'on faisait peur et tout ça. Oui. Mais ils savent qu'il y a les piquants. Oui, mais c'est bien allé. Donc, je m'adresse là à la femme politique là, qui est candidate à la CTM. Le champ de la culture, notamment, on a parlé des femmes. Donc, l'égalité, c'est un combat effectivement national, international, mais local aussi. Et puis, il y a le champ de la culture aussi. Ça fait partie de vos... finalement comment dire, des thématiques qui vous intéressent aussi. Ah, L'égalité, tout à ça passe fait. par la culture aussi. Bien sûr. Alors, l'égalité femmes-hommes, et comment? En termes de politique, c'est très important, parce qu'il faut des politiques volontaristes, hein, si on veut faire évoluer les choses. Ce n'est pas seulement la bonne volonté, j'ai envie de dire, puis le militantisme. Hein, il faut des politiques locales, territoriales, volontaristes. Mais pour la culture également, c'est-à-dire qu'il faut avoir, à notre sens, une vision politique de la culture. Donc, ce n'est pas une juxtaposition de bonne volonté ou d'action, mais il faut voir dans quelle direction on veut aller. Effectivement, la direction de mieux valoriser notre culture, notre histoire, faire disparaître, on va dire, tous les reliquats esclavagistes de notre entourage, parce qu'il en existe encore beaucoup. Bon, il y a eu les manifestations qu'on connaît, mais bon, voilà, au-delà de cela, il y a encore à revisiter, à réinterroger, à faire en sorte qu'on montre
au niveau territorial, cette volonté de faire évoluer les noms, de faire évoluer la culture. Quand vous dites faire disparaître, peut-être pas faire disparaître, raconter cette histoire-là. Oui, la bien bien la raconter, sûr, la raconter dans sa globalité. Non, il ne s'agit pas de l'occulter, mais il s'agit de, par exemple, des noms de lieux. Eh bien, il n'est pas normal qu'il y ait des noms de lieux qui continuent, parce que c'est une forme de valorisation et de glorification. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faille effacer de l'histoire. Il faut expliquer et il faut aussi valoriser d'autres choses, d'autres personnages, d'autres histoires. Et moi, j'ai envie de dire que l'histoire, notre histoire ne commence pas avec l'esclavage. Non, et donc, là aussi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il y a notre histoire de l'esclavage, mais il y a avant aussi. Et ce avant, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il n'est pas suffisamment raconté, il n'est pas suffisamment valorisé, il n'est pas suffisamment connu. Et donc, construire notre histoire uniquement sur la douleur, ça ne nous construit pas. On est d'accord. Voilà. Et donc, il faut nous construire avec ce qui existait avant, tout ce que nous étions avant, quel que soit majoritairement d'Afrique, mais aussi d'autres lieux. Et donc, je crois que c'est important d'avoir cette vision politique de la culture. Et on regarde tout le cancan, excusez-moi, qu'il y a eu par rapport à la série là, qui n'a pas été, subventionnée, etc. Bon, s'il y avait eu une évaluation des premières séries, s'il y avait eu une explication, enfin voilà, s'il y avait eu quelque chose qui était expliqué par rapport peut-être à un équilibre entre cette série et d'autres actions en faveur de la culture chez nous, peut-être que tout ça ne se passerait pas. En tout cas, s'agissant, effectivement, je pense qu'il y a un déficit de communication, mais s'agissant de cette série-là, ce qui est valorisé aussi pour la série Tropiques criminels, ce sont les retombées en termes effectivement d'emploi, en termes d'investissement, etc., direct et indirect. Mais juste pour revenir sur l'esclavage, vous disiez, il faut, quand on parle de l'esclavage aussi, il y a une forme aussi, c'est l'histoire d'une résilience aussi, puis c'est l'histoire de gens qui sont sortis aussi de l'esclavage. C'est aussi l'histoire aussi d'un métissage aussi. C'est aussi l'histoire du métissage, notre histoire. Métissage forcé. Bien sûr. Certes, oui. C'est le métissage. Glissant parle. Moi, j'aime bien cette image de glissant. L'identité-relation, l'identité-rhizome. C'est ça, c'est une identité amérindienne, qui est indienne aussi. On oublie les Indiens tout de à fait. 1853. C'est pour ça que j'ai dit venant d'Afrique et d'ailleurs. Et c'est une histoire africaine, c'est une histoire européenne aussi. Effectivement, il y a tout ça. Donc, il y a à réhabiliter cette histoire dans une logique un petit peu, disons, plus globale, en fait, et qui accepte tous ces éléments-là. C'est ce que vous dites. Qui accepte ces éléments et qui les replace aussi les uns par rapport aux autres. Je crois que c'est important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas à être ni dans la vengeance, ni dans, ni dans la haine par rapport à d'autres, de l'autre, mais que nous avons à gagner à avoir toute l'étendue, toute l'importance, toute la richesse de notre histoire et d'où nous venons. Il y a eu 2 ans ou 3 ans, je crois, il y avait, alors j'oublie le nom, d'un professeur en Guadeloupe là, qui était venu et qui expliquait toutes les recherches et toutes les découvertes qui viennent d'Afrique et qui ont d'ailleurs très souvent été récupérées par les Européens, etc., pour montrer, tout ce qui vient, tout ce qui a été découvert par les Africains, alors qu'on nous a souvent expliqué que on connaissait rien, on venait de rien et que mais il y a aussi le Martiniquais aussi aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi le Martiniquais. Mais voilà. Mais c'est tout ça, c'est toute cette richesse qu'il nous faut intégrer et qui concourt à notre estime de nous-mêmes, je pense. Alors moi, ça me fait penser à l'enseignement. Il faut que toutes ces histoires-là, effectivement, entrent dans des livres et soient enseignées dans les écoles depuis les petits, puisqu'ils comprennent. Tout à fait. Et c'est une forme de réparation, si on parle de réparation. Oui, mais juste, c'est une forme de réparation. Mais moi, j'ai envie de mettre le pied dans le plat quand même, Rita. Parce que vous parlez d'Afrique, d'Europe, mais il y a le Martiniquais. C'est pour ça que moi, je fais référence à Glissant. Le Martiniquais au Lantillais, c'est un être qui est né de ça. Oui. Donc on peut connaître son histoire, effectivement, il faut qu'on soit, et ça je prends parti, on peut connaître son histoire, et là il faut avoir cette espèce d'approche, je veux dire, à 360 degrés. Donc c'est les Amérindiens, c'est les Indiens, c'est les Africains. Quelle Afrique d'ailleurs? Les Africains ça veut rien dire. D'où venaient-ils? Ils venaient du Bénin, ils venaient du Congo, ils venaient d'où? C'est les Européens, ils venaient d'où? Et que sais-je encore? Et puis, ce sont les Martiniquais. Oui, ça a donné... Les Martiniquais multiculturels. Avec cette culture tout à fait... Parce qu'une fois, on me disait, tu es une afrodescendante. Je dis non.
Je suis une afro, indo, américano, Européo-descendante. Et tu es martiniquaise. Voilà. Oui, et ça fait de toi un être particulier. Ah, nous sommes uniques. Personne, nulle part dans le monde, on a fait ça. Ah mais non, on ne fait pas comment tu dis cocodais, pas ni cocodais. C'est le seul endroit où il y a cocodais, c'est en Martinique. Et aujourd'hui, cocodais est sur le plateau de Femmes sur Zitata. Donc même si on parle de l'esclavage, etc., dans chaque pays, ça a été vécu de manière différente. Voilà, bon, les béquets, ils ne connaissent pas les béquets dans tellement d'autres pays. C'est surtout chez nous qu'il y a ça. Même en Guadeloupe, ils en ont moins. Hein? Je rigole. Je dis même en Guadeloupe, ils en ont moins. qu'ils avaient éradiqué déjà. Non, il y a eu la première abolition en 1794. Voilà. Victor Hugues est arrivé avec une guillotine. En fait, ce qui fonde peut-être une différence entre nos deux îles, c'est qu'il y a eu une première abolition. Il y a une abolition. Il y a eu une abolition en 1794, du 4 février 1794, qui a eu lieu en Guadeloupe, qui n'a pas eu lieu en Martinique. C'est pour ça que quand on parle de rétablissement de l'esclavage, il n'y a pas eu de rétablissement de l'esclavage ici. Il y a eu, surtout en 1802, avec un Martiniquais d'ailleurs, qui a été héroïque, qui s'appelle Louis Delgrès. Et voilà, mais c'est vrai qu'on a une histoire particulière, en fait. C'est ça mais absolument, qu'il faut que tout le monde connaisse. Tout à fait. Donc, demande aux écrivains, parce qu'il y a des livres sur les histoires comme ça, mais des fois, moi-même, j'ai peur des livres, quand on a des qualités, gros livres comme ça. Je dis, ah non, je vais pas rentrer dans ça. De temps en temps, il y en a quand même de plus en plus. Enfin, je trouve que c'est bien, c'est bien. Oui, mais ça, c'est pour apporter les tout grands. le monde, non, des enfants aussi. Mais pour les plus jeunes, il ne faut pas entrer dans ce genre de débat-là. Donc, il faut simplifier des histoires pour mettre à la portée de tout le monde. Mais il y a même des grandes personnes. Bon, moi, à mon âge, je suis votre idée de plusieurs années. Ben, je n'entre pas dans les trop gros livres-là. Il faut mettre la culture à portée de tout le monde, c'est ça. Sans être simpliste, il faut savoir effectivement donc, la décliner. Que ça entre à l'école. Tout à fait, de plus en plus, de plus en mieux. Il nous reste peu de temps, mais alors, passage obligé encore. L'homme qui vous a le plus influencé, Rita? Oh là là. L'homme. Ben oui, parce qu'on a parlé des femmes, l'homme. Oh, vous pouvez dire papa, ou grand-papa, si vous voulez. J'aurais du mal à dire, non, c'est vraiment, me prenez de cours là, parce que je n'y avais pas réfléchi du tout. Alors, c'est à tellement beau temps, touche et on donnait une femme, on parlait d'une femme. Oui, je suis toujours un peu, comment dirais-je, ça m'est toujours un peu difficile de citer une personne. Quoi. Voilà, j'ai pas une référence, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont marqué. Hommes comme femmes, voilà. Donc du côté de ma famille, mon père qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça et qui était très silencieux, mais qui a beaucoup, enfin moi qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Mes lectures, bien entendu. La lecture, mais sans vous prendre vos pieds, la lecture la plus fondamentale, comme vous êtes une féministe, UFM, etc., une femme politique, la lecture la plus fondamentale que vous ayez faite, le livre qui vous a le plus influencé. C'est pas facile comme question. Mais celui qui... Bon. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai beaucoup aimé l'histoire de Rosa Luxembourg, par exemple, de Louise Michel, bien entendu Simone de Beauvoir. Dans la Caraïbe, il y a eu aussi les femmes cubaines, dont j'ai lu des histoires qui que j'ai beaucoup appréciées. Ici en Martinique, il y a toutes les femmes qu'on connaît, les sœurs Nardal, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas un modèle unique, mais je m'enrichis de mes lectures au fur et à mesure et de toute cette histoire. Mais bon, la question, on a pu dévier, donc vous avez répondu ce que vous vouliez, mais la question c'est quand même, c'est qui l'homme qui vous a le plus influencé, Jala? Bon, étonnamment, dit son père. Moi aussi, c'est mon père, parce que il était concierge standardiste. Donc, son bureau était une pièce attenante à la maison, mais il savait tout ce qui se passait quand même dans la maison. Et il nous a appris à cultiver. Il faisait des poules, on faisait avec lui. Chaque personne avait son jardin. Il construisait des petites voitures pour nous avec les arbres à pain, tout ça. Et mon père, il est mort, il avait même pas... Je suis plus grande que mon père que quand il est décédé, ça fait très longtemps. Mais même quand on est en famille, jusqu'à maintenant, on parle de lui, parce qu'il y a toujours quelque chose qui revient, on se souvient, papa t'a dit ça, papa... Malgré, il est mort, il avait 64 ans, il n'était même pas encore à la retraite, mais ça marque notre vie jusqu'à maintenant. J'ai un frère aîné aussi.
jusqu'à maintenant, ça nous a marqué. Oui, oui, oui. Et question de lecture, puisque la Oui, question oui. a été posée, Oui. c'est le livre de M. René Louise sur le maronisme moderne. Ah oui. Ah oui, ce livre-là, fait, oui. c'est mon livre de chevet, parce qu'il a parlé des artistes, que chaque artiste doit choisir un animal totem, Oui, oui, oui. une fleur totem, Tout à etc. fait, Et tout cela, vraiment, je pense que tous les artistes, les écrivains, tout ça, devraient avoir ce petit livre-là, parce que vraiment, c'est une espèce de chemin de vie, je Qu'il a trouve. raconté. Oui. Voilà, En tout cas, merci absolument. pour le conseil. Donc, réfléchissez au mot de la fin que vous allez nous donner juste après un dernier jingle. Alors, Jala ou Rita, qui veut commencer? Donc, on arrive au terme de notre émission. Ça va vite, hein? Très vite. Ah, ça va super vite. On a passé 50 minutes ensemble. Ah oui, très vite. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? On n'a pas beaucoup parlé des élections. Sans dire votez pour moi, je dis ça à toutes les candidates qui passent. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter qu'on n'a pas abordé, et puis en quelques minutes peut-être? Ben, je crois que l'égalité entre les femmes et les hommes, bon, elle avance, mais bon, il ne faut pas croire que ça avance tout seul. Non. Il faut que nous soyons... Moi, j'ai envie de parler de la solidarité entre femmes. Je crois que c'est important que nous soyons ensemble, avec les hommes bien sûr, mais que nous soyons entre nous déjà solidaires pour faire avancer les choses. Qu'on ne se regarde pas un peu en chien de faïence et tout, mais qu'on soit bienveillante et pleine d'empathie pour les autres femmes, pour savoir comment on peut avancer dans cette société, parce que c'est nécessaire de continuer à avancer pour un mieux-être de nous-mêmes et de toute la société. Et de nos filles et de nos garçons et de cette société en général, de nos mères et de nos pères. Jala, le mot de la fin. Jala qui a presque pleuré là. Mais je dirais aux gens, hommes ou femmes, gardez votre âme d'enfant. Oui. La vie est tellement remplie de surprises désagréables. Regardez ce qu'on vient de vivre, là, ça fait 2 ans et tout cela. Donc gardez votre âme d'enfant. Même si on était confinés, tout cela, on a mal vécu des choses. Moi, je n'ai pas très mal vécu cela parce que je suis dans la création. restée un peu dans la création, puisqu'on peut s'évader autrement que de prendre sa voiture et puis aller en quelque part. Donc par la lecture, par la contemplation. Absolument. Absolument. Il y a beaucoup de manières de pallier à certains manques, à certains vides. Et c'est surtout rester enfant tout en étant adulte dans les actions et puis dans la tête un petit peu enfant. Soyons bienveillantes. Soyons bienveillantes pour les autres. Ouais. Donc sur ces mots que je vais vous dire au revoir. Au revoir. C'est pas comme Giscard. Au revoir. Non, en tout cas, merci d'être venu. Merci. C'est chaque fois trop court. Merci Jala, merci Rita d'être venue sur ce plateau de Forme sur Zitata. Et puis vous, j'espère que vous commencez à prendre le rendez-vous. Merci d'être là. On se retrouve dans quelques temps, assez rapidement, avec d'autres femmes tout aussi inspirantes de notre pays martiniquais, de notre Caraïbe, du monde. Voilà, dans une autre émission de Forme. Portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Femme.